Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Off the Pitch, votre podcast qui traite de l'actualité sur et en dehors des terrains avec les acteurs qui font le football, mais pas forcément sur la pelouse. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant et qui fait l'actualité depuis plusieurs semaines, mais encore plus depuis quelques jours, avec notre invité Pierre Maes, que je te laisse le présenter, Maxime. Salut Max. Salut Corentin, bonjour à tous et bonjour Pierre. Donc Pierre, auteur du livre Le business des droits TV du foot, enquête sur une bulle explosive aux éditions FIP et surtout consultant et expert des droits télé. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avec plaisir, bonjour à tous. Je me permets juste une petite précision. L'éditeur, c'est FYP. Voilà. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, on vous s'est très demandé depuis quelques jours maintenant avec tout ce qui se passe. On est à quelques jours après l'annonce officielle de l'arrêt de Mediapro. Est-ce qu'on peut juste, pour recontextualiser, revenir en 2018 avec l'arrivée dans le game des droits télé de ce producteur espagnol, à la base un producteur espagnol. Est-ce que pour vous, c'était une surprise, c'était quelque chose qui était attendu, l'arrivée d'un nouvel acteur qui devait être aussi fort? Non, ça a été une grosse surprise. Ça a été une grosse surprise pour tout le business dont je fais partie, donc le business des droits TV. Ça a été en fait une grosse surprise, pas tellement de les voir arriver en France. Enfin, si, de les voir arriver à l'international de manière générale. Vous dites c'est une boîte de production, mais c'est aussi une agence. Et donc, elle était très active sur l'Espagne, mais c'était pas encore vraiment intéressée à l'international, si ce n'est qu'elle vend et qu'elle a toujours vendu les droits internationaux de la Ligue. Donc voilà, c'était une surprise de les voir débarquer à l'international et certainement l'explication que nous avions trouvée à l'époque, c'est ils ont maintenant un actionnaire chinois, donc ils ont plein d'argent, donc ils y vont comme des cow-boys. Alors, ils étaient rentrés, vous l'avez dit, en Liga. Ils avaient aussi fait une tentative en Serie A, qui s'était déjà soldée par un échec. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur ce qui a pu se passer à cette époque-là avec le championnat italien, peut-être? C'est très compliqué, c'est une longue histoire. On peut résumer en disant qu'effectivement, il y a une garantie bancaire que semble-t-il ils avaient promise et que finalement ils n'ont offerte que pour le 5e du montant et que la Lega en Italie donc a décidé de rompre tout le contrat et toute discussion à partir de ce moment-là. C'est une nouvelle qui a été connue seulement quelques jours avant l'appel d'offres français, enfin avant les résultats de l'appel d'offres français. C'est un timing très juste, très très short et finalement très malheureux, parce que je pense que la nouvelle est tombée le 25 mai et que les résultats de l'appel d'offres ont été donnés le 30, donc l'appel d'offres a eu lieu le 29, je pense. Mais effectivement, les responsables de la LFP n'ont pas été alertés plus que ça par cette nouvelle. On nous a beaucoup parlé du milliard. Pierre, comment il est calculé ce chiffre et qu'est-ce qu'il représente? Parce que c'est vraiment ce qui avait été mis sur le devant de la scène dès le début, quoi. Oui, tout à fait. Le milliard, c'est très arbitraire. Pourquoi on n'a pas dit 2 milliards? Je ne sais pas. C'est simplement que la Ligue 1 pensait valoir autant que les autres ligues de ce qu'on appelle le Big Five, donc qui sont les 5 plus grands championnats en Europe, avec la Ligue 1 dedans. La première ligue est-elle irrattrapable, mais les 4 autres se situaient à ce moment-là autour du milliard et que donc on trouvait, les clubs, le management de la LFP trouvait que c'était finalement très injuste et très anormal que les revenus de la Ligue 1 plafonnent autour de 700 millions alors que les autres étaient au milliard.
Donc, vous nous dites, si je comprends bien, que c'était un chiffre relativement arbitraire, il n'y a pas de logique économique derrière, il n'y a pas une véritable, je dirais, une condition sine qua non en disant, voilà, ce produit-là vaut 1 milliard parce que. Ouais, c'est une très bonne question et c'est quelque chose que j'explique dans mon livre et que je répète de nombreuses fois depuis que mon livre est sorti. En fait, les droits TV en eux-mêmes, ils ont pas tellement de valeur. On peut pas dire oui, il y a beaucoup de discussions qui est de dire oui, mais il y a Neymar qui joue, donc ça vaut autant. Oui, mais Messi, non, ça n'a rien à voir en fait. Hein. Ce qui détermine la valeur des droits TV d'un championnat, c'est un truc qui est extérieur au produit. C'est la concurrence que se livrent les opérateurs pour acquérir les droits. C'est le facteur qui intervient pour 99% sur la fixation de la valeur. On était au moment de l'appel d'offres dans un rêve éveillé en France. Il y avait 4 opérateurs qui se faisaient la concurrence. C'est unique en Europe, ça. En général, c'est 2. Là, il y en avait 4, hein, si on compte Canal+, beIN, RMC Sport, /SFR, /Altis et Mediapro. Et donc voilà, on pouvait, vu la situation concurrentielle, rêver du milliard, certainement. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a été obtenu. Et rapidement, après l'appel d'offres, alors plus ou moins rapidement, mais des voix se sont un petit peu élevées concernant des potentiels critiques ou des potentiels, je dirais, points d'interrogation autour de ce fameux projet Mediapro. Alors on peut citer Romain Molina, on peut citer Daniel Riolo, et notamment autour de la question de la solvabilité qui a rapidement été soulevée et au cœur des discussions. Est-ce que pour vous, alors c'est peut-être compliqué de répondre, mais est-ce que la Ligue, la LFP a fait une faute au niveau de cette question de la solvabilité? Alors, d'abord, je voudrais rendre à César. Vous avez cité effectivement Daniel et Romain qui ont émis des doutes, mais les tout premiers à avoir émis des doutes, c'est ni plus ni moins que l'équipe. Hein. 5 jours après l'appel d'offres, il y a un article qui est signé Sacha Nokovic et Étienne Moati et qui pose des questions sur la garantie, qui pose des questions très précises et très pertinentes sur quelle est la garantie que Mediapro apporte. Donc ça c'est pour, on va dire, remettre l'église au milieu du village. Bon, il est certain que déjà aussi dans mon livre, qui est sorti en mars 2019, moi j'émets des doutes sur la capacité de Mediapro à honorer ses engagements, parce que dans mon livre, en fait, je décris l'environnement. Et l'environnement, c'est qu'à ce moment-là, on assiste à des investissements chinois massifs dans les clubs de foot, ça vous le savez, mais aussi dans les agences de type Infront, de type qui est devenu Vendasport d'ailleurs, de type MPN Silva. Et je prends l'exemple de MPN Silva pour dire oui, les Chinois ils investissent, mais à un moment ils se barrent et ils se lavent les mains. Et ici, et donc je posais la question en disant tiens, Mediapro, si le Chinois se barre, Mediapro tout seul ne peut pas payer les sommes promises à la Ligue. Et donc oui, des questions sont venues très très tôt et très pertinentes, je dirais, sur la capacité de Mediapro à honorer ses engagements. Par rapport à la solvabilité, on l'a compris, il y a eu des doutes dès le début. Nous, ce qui nous a choqué, on en a reparlé en préparant ce podcast, c'est aussi tout ce qui s'est passé depuis 2 ans jusqu'à cet été, c'est-à-dire au niveau construction de la chaîne. On était à la première journée de Ligue 1 la veille, il y a des gens qui ne pouvaient même pas s'abonner à cette chaîne. Pourquoi la Ligue peut-être n'a pas mis un peu plus de pression ou n'a pas cherché à savoir pourquoi de tout cela? Déjà, il faudrait leur demander. Ce que moi je peux vous répondre, c'est que, comme je vous l'ai dit, Mediapro, c'est une agence. Et l'objectif de Mediapro, en achetant les droits fin mai 2018, c'était de les revendre. C'était pas de faire une chaîne, hein. Que ce soit clair. Hein. Mediapro est une agence, c'est ce qu'on appelle un broker. Son métier, c'est acheter des droits et les revendre plus cher. Et donc, c'était bien son objectif dans un marché, comme je l'ai dit, extrêmement concurrentiel. En fait, ils avaient toutes les chances d'y arriver. Ils avaient plus de 2 ans pour revendre les droits.
Simplement, Rores s'est heurté à plus fort que lui. Il s'est heurté à Bolloré, qui n'a pas acheté les droits. Et donc, Rores et Mediapro se sont vus obligés de faire cette chaîne qu'ils n'avaient pas du tout envie de faire. D'ailleurs, c'est clair, comme vous le dites très bien, ils ont traîné les pieds de manière inquiétante depuis le début. Et donc, rien d'étonnant à tout ça. Tout ça s'explique par le fait que c'était pas leur intention première. Alors, vous parliez justement du groupe Canal avec Bolloré. On a vu, on voit recirculer des vidéos de Maxime Saada qui réagit à chaud juste après l'appel d'offres en 2018, où on sent que eux ont déjà compris un petit peu ce qui allait se passer. C'est aussi pour ça, c'est un manque de finesse, un manque de connaissance qui explique l'échec de Mediapro qui s'est heurté, vous le disiez, au groupe Canal, mais il n'y a pas eu possibilité de dealer avec quelqu'un d'autre, avec beIN, avec RMC? Non, en fait non, puisque Canal a recontrôlé le marché, il a fait ce qui est le plus important, un accord avec beIN. Je ne suis pas sûr non plus que les relations beIN-Mediapro permettaient de trouver un accord ensemble. Ils ont été associés ensemble sur beIN Sport en Espagne et ça s'est très mal terminé. Donc je ne sais pas si les relations entre les deux groupes n'en ont pas pâti. De toute façon, beIN ayant fait cet accord avec Canal, l'accord avec beIN était exclu. Et RMC Sport n'investit plus dans le sport depuis déjà novembre 2017, je dirais. Donc RMC Sport n'allait certainement pas investir plus des sommes pareilles dans la Ligue 1. D'ailleurs, ils n'ont même pas participé à l'appel d'offres. On le disait en préparant l'émission en off, ça fait quand même plusieurs mois et plusieurs semaines maintenant que de sérieux doutes se posaient sur Mediapro et on sentait qu'il y avait une espèce d'épée de Damoclès. On se demandait quelle allait être la date fixée pour le début des gros soucis, je dirais. J'imagine qu'il y a eu pas mal de tractations, pas mal de travail en off ces dernières semaines autour de Mediapro. C'était irrémédiable ce qui s'est passé la semaine dernière? Je sais pas. Je connais pas la situation actuelle de Mediapro. Ce qui est quand même absolument, comment on va dire, renversant, c'est que sur un contrat de 4 ans, de 4 saisons, cette boîte soit déjà en défaut à sa deuxième échéance. Il y a 6 échéances par saison. Donc 6 x 4, 24. À sa deuxième échéance sur 24, c'était déjà fini. C'est du jamais vu, ça. Hein. C'est absolument jamais vu. Donc oui, ça montre certainement une fragilité, en tout cas au niveau du cash, au niveau de la trésorerie chez Mediapro. Et aujourd'hui, on peut se poser des questions. Enfin, j'ai posté un petit texte sur LinkedIn samedi. Pour moi, la faillite de Mediapro fait peu de doute. Et je vais vous dire quelque chose qu'aujourd'hui personne ne soulève, mais forcément, vu ce que je viens de vous dire, on devrait se poser la question. Mediapro s'engage à payer 100 millions, 64 tout de suite et 36 dans le courant du premier semestre 2021. Il faut quand même faire confiance en cette information. Pourquoi est-ce que Mediapro serait capable de payer aujourd'hui 64 millions en quelques jours, alors que sur les 2 paiements dus en octobre et en décembre, ils n'ont même pas payé le moindre million d'euros? Et vous expliquez ça comment, vous, à votre niveau? Que cette boîte n'a pas de cash, ils n'ont pas d'argent. Ils n'en ont pas. Vous savez, ils se sont cachés derrière une volonté de négociation, de renégociation du deal. Mais ça, c'était de l'écran de fumée. C'est pas une renégociation du deal. C'est une boîte, c'est un mauvais payeur. C'est un défaut de paiement. Si vraiment il y avait eu de bonne foi une volonté de renégocier, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient payé une partie pour montrer à la Ligue et au club qu'ils étaient de bonne foi.
Si, admettons, ils disent oui, la saison 2020-2021, notre objectif c'est que que les droits soient réduits de 30%. Eh ben, paye 70% de ta facture en octobre et en décembre. Fais-le. Ils n'ont rien fait. Rien. Pas un euro. Ça c'est quand même très inquiétant. Et moi, je dois dire personnellement, je me demande, mais peut-être que c'est vérifié, peut-être qu'ils ont une garantie bancaire sur ces 64 millions, peut-être que tout ça est fait. Mais en tout cas, de l'extérieur, ici, je me dis, ouais, 64 millions, il faut encore les sortir. On l'aura compris, donc la situation se réglera dans les prochaines semaines avec les litiges qui sont résolus. Pierre, au niveau du présent, au niveau de la Ligue, quelles sont les solutions dont elle dispose pour se sortir de ce marasme un petit peu là? Tout dépend de l'objectif. Je pense que l'objectif à court terme, c'est sauver les clubs. C'est tout simple. Donc, c'est aller chercher du cash partout où on peut. Et c'est pour ça que la Ligue a été obligée d'accepter un accord qui est scandaleux. 100 millions d'euros d'indemnité, c'est même pas... c'est une somme ridicule par rapport aux sommes qui sont dues, par rapport au bordel que Mediapro a mis. Vous savez, la Ligue italienne, ils sont en justice contre Mediapro, ils leur demandent presque 500 millions d'euros en dommages et intérêts, juste en dommages et intérêts. Ici, vous imaginez les dommages que l'attitude de Mediapro va engendrer sur le foot français. Se contenter de 100 millions d'euros, c'est scandaleux. Après, la Ligue et les clubs n'ont pas le choix parce qu'ils ont besoin de ce cash. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose en France au niveau des procédures judiciaires? Ça, je n'en sais rien. Après, il y aura, si cet accord est validé, il n'y aura pas de procédure judiciaire contre Mediapro, puisque c'est bien une indemnité, comme on dit, pour solde de tout compte, et donc Mediapro ne sera plus inquiété, ce qui est quand même aussi formidable, formidablement scandaleux, je trouve, vu leur attitude de voyous, comme dit le député Cédric Roussel, et je trouve que c'est une très bonne analyse. Je ne sais plus quelle était votre question en fait. Si on allait assister à la même procédure judiciaire qu'en Italie, mais vous l'avez dit effectivement. Ou alors procédure judiciaire contre Mediapro, il n'y en aura pas. Après, ce sera entre eux que ça risque. Vous savez, je me permets de faire une sorte de cross-promotion de la publicité pour mon propre podcast que j'ai lancé il y a peu. Et évidemment, les 3 premiers épisodes sont consacrés à de l'affaire Mediapro. Et je reviens très en détail sur le premier épisode, c'est comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là. 2, une présentation vraiment très en profondeur de l'acteur Mediapro, c'est qui, c'est quoi, et effectivement sur un peu les leçons à en tirer. Alors, dans les leçons à en tirer, dans cet épisode, je prends beaucoup de temps pour m'intéresser au seul exemple finalement qu'il y a eu en Europe et qui ressemble à ce qui arrive aujourd'hui dans le paysage français, c'est la faillite de ITV Digital en Angleterre au début des années 2000. Donc je vous raconte ici en résumé. C'est une chaîne qui s'est créée, qui a voulu faire la concurrence à l'acteur majeur là-bas, c'est Sky, le Canal Plus anglais. Ils ont voulu leur faire concurrence. Ils ont acheté les droits des 3 ligues inférieures, donc Championship plus Ligue 2, Ligue 3, pour un montant complètement débile, hors sol, à la Mediapro. Et puis ils se sont cassés la gueule, faillite. Et puis ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de garantie contre les actionnaires. Tiens. Et puis la ligue, les clubs se sont demandé s'ils n'allaient pas intenter une action en justice contre la ligue. Et la ligue, elle a fait une action en justice contre ses propres avocats. Mais c'est des sacrées affaires quand même. Et du coup, là pour le très court terme, la redistribution des droits de Mediapro, comment ça va se passer ? On lit
on lit, d'abord, il faut les récupérer. Donc, il faut que cet accord soit validé. Donc, il faut que les 64 millions soient payés. Hein. Ça, c'est quand même déjà la base. À ce moment-là, on comprend que la Ligue récupère ses droits. On a compris aussi, j'ai lu, que la Ligue aurait la faculté de ne pas avoir recours, ce qui est normalement son obligation, mais là, elle pourrait ne pas devoir être obligée de procéder à un appel d'offres, ce qui est très bien pour elle. Et donc, voilà, elle va tenter de revendre ses droits. Sans doute que ça passe par une renégociation avec Canal+ du package que Canal+ a aujourd'hui, et puis trouver un accord le plus vite possible pour que Canal+ puisse enchaîner avec la diffusion des matchs. Est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, certains matchs ne puissent pas être diffusés si cette procédure traîne ? Oui, c'est possible, mais vous savez, aujourd'hui, ils sont diffusés, mais ils sont diffusés par quelqu'un qui paye pas. C'est-à-dire, c'est pas faux. C'est alors, si la Ligue produit les matchs et qu'elle les met en streaming sur son site, c'est la même chose, hein. Pierre, on a vu là ce qui s'est passé ces derniers jours au niveau de la Bundesliga. Notamment avec une baisse, je pense, autour de 25%. C'est vraiment très grave. Qu'est-ce qui est grave ? Je ne comprends pas la question, excusez-moi. Cette baisse si importante finalement de la valeur du produit. Alors, là, c'est vraiment la question, en fait, puisque vous l'avez dit en début d'émission. Mon bouquin, il s'appelle le business des droits TV du foot, mais le sous-titre, c'est Enquête sur une bulle explosive. Donc déjà, il y a 2 ans, mon pronostic, ma prévision, c'était de dire que, 1, on avait une bulle, et que 2, elle allait exploser. Alors, mon bouquin est sorti en mars 2019, et entre mars 2019 et on va dire octobre 2020, les journalistes me demandaient, alors cette bulle, est-ce qu'elle a explosé ? Je dis non, on n'est pas encore à l'explosion, mais il y a quand même une correction qui est en cours, c'est-à-dire qu'au mieux, dans toutes les ligues et les appels d'offres en Europe, la Ligue des Champions, etc., au mieux les droits plafonnent, d'accord ? Au mieux, ou ils commencent à baisser. Pour moi, l'événement Mediapro signifie qu'on passe de la correction à l'explosion. Et que Mediapro, non seulement va avoir un effet terrible en France, mais il va y avoir un effet domino sur les droits du foot en Europe. Vous le disiez aussi en off, on vous pose des questions à l'international. Ça va être une caisse de résonance assez folle sur le business des droits TV au sens large, même à l'international. Écoutez, effectivement, comme je vous le disais, nous ici sur la France, on est un peu le nez dans le guidon. Enfin, moi, je suis sur la Belgique, mais je suis très impliqué, on va dire, sur le dossier français. Mais effectivement, il faut bien qu'en France, on réalise que ce qui se passe là est totalement inédit, à la fois dans sa nature. On n'a jamais vu ça, à part, je vous dis, l'exemple ITV Digital, mais d'abord, c'est il y a 20 ans, et ça concernait que, entre guillemets, que la D2. Donc, c'est du jamais vu dans sa nature, c'est inédit, mais c'est aussi inédit dans les proportions. C'est un deal de 1 milliard d'euros. Enfin, pas d'1 milliard d'euros, de plus de 3 milliards, puisque c'est un deal de 4 saisons. Donc, c'est inédit au niveau de la nature, on n'a jamais vu ça, et c'est inédit au niveau du volume financier que ça représente. C'est gigantesque. Donc, ça va avoir un impact énorme dont à mon avis, et même moi, si j'ose dire, sans être prétentieux, on ne voit pas encore bien aujourd'hui les conséquences que ça peut avoir, mais qui vont être énormes, je pense, oui, qui vont être énormes. Et dernière question, Pierre Maes, quid des GAFA dans ce gros bordel ambiant ? Les GAFA, oui. Bon, vous savez, ici, dans le dossier français, on entend parler de 2 acteurs qui pourraient venir en aide à la Ligue au-delà de Canal, et qui seraient Amazon et DAZN.
Donc parlons des GAFA. Oui, Amazon et je renvoie. C'est amusant parce qu'en fait, dans mon livre déjà que j'ai terminé d'écrire il y a 2 ans, je dis les GAFA. Tout le monde parle des GAFA en disant que c'est le futur, blablabla. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui parle des GAFA. C'est les ligues et les clubs qui se disent ouais, ça, ce serait quand même formidable qu'après avoir eu les télés qui vivent de la pub, puis les télés à péage, puis les telcos, chaque fois des acteurs de plus en plus riches, si après eux, on a les GAFA, c'est le nirvana, franchement. Vous savez, les GAFA sont encore bien plus riches que ne le sont les plus riches des telcos. Donc, c'est un fantasme au niveau des ligues et des clubs, et c'est un fantasme qu'ils ont alimenté d'ailleurs pour faire peur à ceux qui ont les droits aujourd'hui. Quand Kyo dit j'ai vu Amazon, je mets ça sur silence. Quand Kyo dit j'ai vu Amazon et ils sont intéressés, c'est juste pour mettre la pression sur Canal. Ça n'a pas d'autre objectif. Donc enfin, je reviens déjà lors de mon livre, je disais voilà, les GAFA, c'est un fantasme, on les utilise comme menace, mais qu'est-ce qu'on voit ? Oui, on voit comment on va dire, des investissements, si on peut appeler ça investissement, des approches très timides. 2 ans après, qu'est-ce qu'on voit ? Ils sont tous restés au niveau des approches très timides, à part Amazon, qui investit un peu significativement. Enfin, quand on voit les montants que Amazon met, ça reste extrêmement petit, on va dire, même si c'est 90 millions pour la Ligue des Champions en Serie A, c'est pas grand-chose vu le niveau des droits, et c'est pas grand-chose si on regarde le chiffre d'affaires de Amazon. Donc Amazon, en fait, se positionne, qui est donc le GAFA le plus actif, et de loin, se positionne sur des droits, certes premium, mais, comment on va dire, pas le gros paquet. Donc Amazon pourrait, pourquoi pas, se positionner sur la Ligue 1, sur des droits mineurs, comme ils se sont positionnés déjà en France sur les droits mineurs de Roland Garros qu'ils ont achetés. DAZN est extrêmement désargenté, et je ne les vois pas du tout aujourd'hui investir en France, si ce n'est dans une sorte de fuite en avant, mais de nouveau là ce sera comme Amazon, et ce sera sur des petits droits ou des petits packages de Ligue 1. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Maes. J'espère que vous aurez appris autant de choses que nous lors de ce podcast. Les GAFA, peut-être pas pour tout de suite. Mediapro, ça semble plus que compliqué, comme cela avait été annoncé. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps, Pierre Maes. Avec plaisir. Bonne journée et au revoir à tous. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes très pris. On vous laisse filer. Nous, on se retrouve très rapidement pour un nouveau podcast dans Off the Pitch, avec encore plein d'actualités dans ces prochains jours. N'hésitez pas à réécouter ou écouter, découvrir nos podcasts précédents avec Sarah Menaille notamment, ou encore avec Alexandre Alain et Gourou pour la sortie de FM. Bonne journée à tous. À très bientôt.